Et là, ça va accélérer. Donc aujourd'hui, je vais mettre en open source une publication scientifique. Alors je dis scientifique parce que je me considère comme un scientifique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire aussi pour les gens dans la vidéo. Ça fait 22 ans que je fais de la R&D dans le domaine de l'énergie libre. Après 22 ans de déboires, de plein d'emmerdes, de plein de promesses d'investisseurs, d'investissements, de tout un tas de problèmes, et aussi, pour ceux qui sont là et qui savent, j'ai été dans le coma il y a 9 mois, c'est ça? J'ai réalisé, en donnant mes derniers vœux à Bruno ici présent, qui peut témoigner, que je me suis dit, ça serait con de partir en laissant tout ça comme ça, en mode à quoi bon tout ça? Et ça m'a un peu torturé ces derniers mois de me dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Vous savez, le temps parce que c'est quand même 22 ans de recherche, 22 ans. Alors vous allez voir, c'est très simple, mais il a fallu quand même 22 ans d'incubation, de tests, d'échecs, erreurs, plein de sacrifices pour arriver à quelque chose d'aussi simple que la chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc j'ai préparé des petits slides. Et on va rentrer direct dans le vif du sujet. On ne va pas parler du monde de l'énergie libre, on va parler seulement de la publication. Et suite à cette vidéo et à cette mini-conférence, j'espère que vous aurez en main toutes les clés pour justement reproduire cette expérience qui permet de démontrer qu'on peut avoir un moteur sans force contre-électromotrice. Donc, j'ai fait un petit slide. Donc, le but, ça va être de comprendre ce qu'est le bac EMF dans un premier temps. Et j'ai appelé le moteur Infinix, le principe du moteur Infinix. Alors, pourquoi Infinix? C'est parce que je suis sorti du coma. Et comme un phénix, je renais de mes cendres. Donc, Infinix. Et c'est important, vous allez voir, il y a le infini. Parce que vous allez voir, dans ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir retrouver le signe de l'infini. Et avec, au milieu de l'infini, vous avez le point justement d'annulation du bac EMF. Et vous allez vraiment comprendre le pourquoi du comment. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on va reprendre les bases pour les gens qui n'ont pas de base scientifique sur comment fonctionnent les moteurs. Et après, on passera sur la découverte. Si tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, la partie 1, c'est comment naît le bac EMF. Et la partie 2, c'est comment l'Infinix évite le bac EMF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai pris deux, trois petites choses. Quand un courant traverse la bobine du stateur, il génère son propre champ magnétique autour de lui. En gros, ce que ça démontre, c'est que l'intensité d'un champ magnétique est proportionnelle au courant qu'on lui injecte. Ça va jusque-là, est-ce que tout le monde comprend? Ça vous va? Voilà, ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà. Très simple, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Ce champ interagit avec les aimants du rotor, attraction-répulsion produisent une force de rotation, le couple moteur. Ici, vous allez comprendre, qu'est-ce qu'on appelle vulgairement un moteur? C'est que vous injectez un courant dans le bobinage, et quand un aimant passe ici, au moment où vous injectez, vous pouvez générer une répulsion de l'aimant, ou une attraction de l'aimant. Ça dépend de la polarité du bobinage. Est-ce que jusque-là, ça vous va? D'accord? Voilà. Alors, le couple T est proportionnel au courant, c'est-à-dire que si vous mettez très peu de courant, il y aura très peu de couple. Plus vous mettez un courant important, plus il y aura de couple. En tournant le rotor, on va faire varier le flux magnétique qui traverse la bobine du stateur. C'est la loi de Faraday. Toute variation de flux induit une tension dans la bobine. Alors là, ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose où déjà j'ai tilté. C'est la première chose, c'est la loi de Faraday, on parle de la tension. Et moi, j'ai trouvé que c'est une aberration. De se dire, la force contre-électromotrice, on l'intellectualise par de la tension. Et je me suis dit, mais non, en fait. On a un bobinage, on injecte un courant, ce courant génère un champ magnétique, ce champ magnétique fait bouger l'aimant. C'est que le courant qui produit en fait une force, un couple. C'est pas la tension, en fait, finalement. Vous voyez? Et finalement, j'ai fait tout un tas d'expériences. Alors ça sera plus tard avec le projet Atlas, avec les formations, où je vous montrerai plus en détail comment visualiser à l'oscilloscope, aux appareils de mesure, la force contre-électromotrice avec une notion que j'appelle la fusion des réactifs. Je vais vous expliquer maintenant la base d'un moteur électrique, vraiment le truc, mais de base. Quand vous injectez un courant dans le bobinage, vous avez ce
qu'on appelle une variation de flux du champ magnétique. C'est-à-dire que le champ magnétique il va monter, d'accord, il va varier, il va monter jusqu'à se stabiliser par rapport au courant que vous fournissez dans le bobinage. Est-ce que jusque-là, ça vous va? Vous avez compris? Ce n'est pas compliqué. Mais là, quand vous faites ça, et qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du rotor, l'aimant ne bouge pas, ben, il faut savoir que l'énergie que vous injectez dans le bobinage est conservatrice. C'est-à-dire que si vous mettez 100 joules, ben, vous allez faire naître un champ magnétique de X joules, mais ce champ magnétique lui, va s'effondrer, et finalement, toute l'énergie que vous allez mettre dedans va se dissiper par effet joule dans le bobinage. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose, que quand vous prenez un aimant et que vous injectez un signal, un courant dans le bobinage, et ben, il va se passer quelque chose, c'est que quand le champ magnétique il va évoluer, et ben, vu qu'on a un contre-champ magnétique ici, il va se passer quoi? Et ben, un champ magnétique nord contre nord, ça se passe quoi? Ah, ça se repousse. Donc il va se passer quoi? Hop, répulsion. Mais on peut aussi changer soit la polarité de notre bobinage, ou soit la polarité de l'aimant, et on peut être en attraction. Jusque-là, ça vous va? Vous avez compris? Cette tension induite et la force contre-électromotrice, le back EMF, elle s'oppose au courant qui l'a provoqué. Alors vous allez comprendre, là, on a un électroaimant. J'injecte un courant par un générateur, d'accord, de courant. Ce qui va se passer, c'est que je vais générer un champ magnétique. Voilà, je reprends. Maintenant, on va faire un truc très simple. Je mets en court-circuit le bobinage ici. Et bien, quand on prend un aimant et qu'on le fait passer dans un bobinage, qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, le champ magnétique, on génère une variation de flux de cet aimant qui va générer une induction de courant dans la résistance de notre bobinage. Vous avez compris jusque-là? Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cet aimant, c'est lui le générateur qui génère une variation de flux et donc du coup une transformation d'énergie du courant magnétique en courant électrique dans notre bobinage. Là, si je le mets en court-circuit, le bobinage va chauffer. Et si je mets une ampoule, l'ampoule va s'allumer. Je veux dire, c'est des cours, c'est la base. Thomas, on est d'accord? Ça va? Voilà. Et là, on va rentrer dans une notion qui est dingue. La force contre-électromotrice, c'est quoi? Il y a électromoteur. C'est-à-dire électro, ça veut dire que le courant peut être moteur. Donc on a tendance à croire que, tiens, j'injecte un courant là, ça fait ça, voilà. Mais qu'est-ce que réellement la force contre-électromotrice? Alors moi, j'ai une explication qui est toute simple. Et vous allez comprendre tout de suite, vous allez hésiter, vous allez dire putain, mais ouais, il a raison. C'est qu'on a dit quoi? On a dit que quand j'injecte un courant dans le bobinage avec un générateur électrique, je génère un champ magnétique. Mais j'ai dit quoi? Quand un aimant bouge à côté de la bobine, l'aimant est générateur. Donc c'est quoi la force contre-électromotrice? C'est l'opposition d'énergie magnétique entre deux générateurs. Vous voyez? Et c'est ça la force contre-électromotrice. C'est-à-dire que lui, on va avoir un courant qui s'injecte. Et lui, il va se passer quoi? C'est qu'il va aussi, en bougeant instantanément, il va induire un contre-courant dans notre bobine. Et ça va se traduire comment au niveau de l'alimentation? On va voir l'alimentation qui va varier. Si, par exemple, je mets un courant continu ici, et tout le monde peut le vérifier, il va se passer quoi si je fais ça, que je fais bouger l'aimant? Vous allez voir quoi? Au niveau de l'alimentation en courant continu, on va voir la tension et le courant qui varient au niveau de l'alimentation. Ça prouve quoi, cette expérience? Que ça, c'est l'expression même de la force contre-électromotrice. Et là, qu'est-ce que nous dit ce phénomène-là? C'est qu'en fait, finalement, on a une interaction entre le rotor et le stator. Pour ceux qui ne savent pas, le rotor, c'est ce qui tourne, d'accord, la partie qui est en rotation, et le stator, ce qui est statique. Donc, plus le moteur tourne vite, plus le back EMF augmente. Et ça, comme on peut le voir, vous mettez en court-circuit, et vous allez tout doucement, vous allez sentir très peu de résistance, et plus vous allez vite, plus vous allez sentir « Ah, c'est dur !» Vous voyez? Et c'est normal. Parce que ça obéit à une loi classique. Le prix à payer, c'est que cette relation n'est pas un hasard de conception, c'est une conséquence directe de la conservation de l'énergie. Ça, pour ceux qui ont fait de la physique, etc., qui sont dans les moteurs, tout le consensus scientifique vous dira ça. Résultat, plus le moteur tourne vite, plus il coûte cher en énergie à faire tourner contre son propre back EMF. C'est cette limite que tous les moteurs classiques partagent. Donc, attends. Donc là, moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon but, d'accord, c'est vous montrer que cette relation-là, qu'avec la méthode que j'ai développée, je génère un mouvement moteur sans cette relation-là. Et intuitivement, pour ceux qui l'auront compris, c'est que si la science dit qu'en fait c'est
une conséquence directe de la conservation de l'énergie. Je vous laisse juste réfléchir 2 secondes. Si on n'a pas cette relation, bah, ça veut dire que potentiellement, on a une violation de cette loi de la conservation de l'énergie dans les moteurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Thomas? Donc, en gros, on a le cycle complet du moteur classique. On injecte un courant, ça génère une variation de flux, un champ magnétique, ça nous génère un couple. La rotation génère une contre-force électromotrice qui fait varier le courant induit de notre alimentation et vice-versa, et ça se répète instantanément, en fait. Vous voyez? Donc, la boucle se referme sur elle-même, la rotation finit toujours par générer une résistance qui freine le système qui l'a créé. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On peut faire une expérience qui est très, très simple. On prend un moteur, par exemple ici. On prend un moteur, alors, j'ai les bobinages ici. Donc, vous allez voir, alors je vais peut-être m'avancer, on voit bien la caméra? Non, de toute façon, on fera d'autres petites vidéos. C'est que quand vous prenez un moteur comme ça, je vais le faire tourner. Et là, on peut voir, il met un certain temps à s'arrêter. Ce moteur-là, il y a des aimants sur le rotor et il y a des bobinages devant les aimants. Et bien, il se passe quoi? C'est que quand je vais court-circuiter le bobinage, et vous allez voir, le moteur il va s'arrêter rapidement. On a une force contre-électromotrice. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, qui dit conservation de l'énergie. Alors, et si on cassait cette boucle? Voilà. Alors là, on va entrer dans le secret pur et dur. Bruno, il sait déjà de quoi on va parler. Donc, comment on pourrait casser cette boucle? Alors, ne regardez pas ça tout de suite. En fait, ce que vous voyez là, c'est qu'un jour, j'étais un peu dans un état second, je ne dirai pas pourquoi, et j'étais en train de travailler, et là, je vois un bobinage, je vois des aimants, et en fait, je me dis un truc très bête, très bête. Ça, tout le monde qui a des appareils pourra le vérifier chez soi. J'ai pris mon bobinage, j'ai mis ce qu'on appelle un inductance-mètre, donc ça donne la valeur, la capacité d'un champ magnétique d'un bobinage. Et là, je me suis dit, OK, j'ai une certaine valeur. Et là, j'ai mis de la ferrite. C'est un genre de quelque chose qui canalise les champs magnétiques. Et j'ai mis du fer doux. Et là, je regarde, je fais, c'est bizarre, ça change cette valeur, ce qu'on appelle l'inductance. Et là, je me suis dit, tiens, je vais approcher un aimant à côté. Et quand j'approche un aimant, en fait, le champ magnétique, il change ce qu'on appelle la perméabilité, d'accord, qui fait changer l'inductance du bobinage. Et ça, vous pouvez le faire. Vous prenez un électroaimant avec, pas à air, mais qui est rempli de fer, etc. Vous rapprochez l'aimant, vous verrez que l'inductance du bobinage change. Parce que la perméabilité change. La perméabilité, c'est la résistance d'un champ magnétique dans l'air ou dans les matériaux. Voilà. Et à un moment, je fais la petite expérience, donc je regarde l'inductance, et là, je mets l'aimant dedans, comme ça, en fixe, et je fais, waouh, mais l'inductance ne change pas. Et là me vient une idée que je vais vous exposer ici. C'est que je me suis dit, putain, si je pouvais faire clignoter le champ magnétique d'un aimant, c'est-à-dire annuler l'aimant et le faire réapparaître. Et là, je sais qu'il y en a qui commencent à comprendre, c'est que je me suis dit, vous prenez les moteurs magnétiques, les Perendev, style Perendev et j'en passe, ou d'autres. Quand vous avez un aimant ici, et qui sont en répulsion, c'est dur. Imaginez si cet aimant-là, je pouvais le faire disparaître d'un point de vue physique, énergétique, je ne parle pas d'un point de vue physique parce qu'il est là, et il se passerait quoi? Ça veut dire que ici, j'ai mon aimant qui est là, et celui-là, vu qu'il n'a plus de champ magnétique et il est annulé, je pourrais le passer sans difficulté. Et là, du coup, je me suis dit, putain, je vais tester et tout, donc je bobine et tout, hop. Et là, je commence à injecter du courant. Alors, bien entendu, il faut une certaine intensité pour être sûr que l'aimant disparaisse bien avec le bobinage. D'accord? Sinon, vous le faites un peu disparaître. Il faut vraiment être à zéro. Et là, il se passe quoi? Je passe un aimant à côté, et là, je regarde, je vois qu'il ne se passe rien. Et là, je me dis, putain, si je déconnectais au moment où je déconnecte et que je fais réapparaître l'aimant, et vous savez ce qui se passe? Et il se passe que ce n'est plus mon bobinage qui génère la répulsion, mais c'est 2 aimants qui génèrent la répulsion. Et là, vous allez voir, on va un peu cheminer. Mais il s'est passé un problème dans ce truc. C'est qu'en fait, je me suis aperçu j'avais diminué la force contre-électromotrice, mais je ne l'avais pas annulée totalement. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc en fait, vous voyez, on injecte un courant magnétisant dans notre bobinage. Et en fait, en gros, ce que j'ai inventé, c'est un électroaimant, d'accord, à aimant permanent. Voilà, un électroaimant à aimant permanent.
Alors, je me suis dit au début, putain, c'est badass ce que je fais, etc. Et vous allez le croire ou non, j'ai cherché sur Internet, et ça existe. Et ça existe. Et vous savez où ça existe? Alors, vous voyez les verrous magnétiques de porte? Eh bien, il y a des électroaimants. Alors, ça fait quoi? Ça fait même pas 5 ans que je crois que ça existe. Hein. C'est pour ça que je me dis, des fois, vous savez, vous avez une idée, il y a peut-être un truc au niveau de l'environnement où, vous savez, vous captez des idées peut-être d'autres personnes ou je sais pas quoi. Et là, je regarde et je me dis, putain, en fait, c'est en fait des électroaimants, quand vous les mettez, ils ne sont pas alimentés. Bah, en fait, l'aimant aimante. Et en fait, quand vous injectez un courant, bah, vous faites disparaître le champ magnétique. Donc j'ai vu, bah, ça existe. Hein. Mais par contre, ça existe juste en électroaimant verromagnétique. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, on prend des électroaimants classiques de porte, bah, c'est le même truc qu'il y a dans les moteurs. Et je me suis dit, bah, si je faisais ça sur un moteur. Et finalement, j'ai fait des petits tests, donc en mode classique, et je me suis aperçu d'un truc, une des premières règles, c'est qu'il faut que l'intensité du champ magnétique soit égale à l'opposition du champ magnétique naturel de l'aimant, pour le faire totalement disparaître. C'est ça comme on fait pour le voir. Vous mettez un bobinage, vous mettez en fait un capteur à effet Hall, ou un gaussmètre, etc. Et en fait, vous montez l'intensité, et à un moment, vous allez voir le champ magnétique de l'aimant qui chute jusqu'à arriver à 0. Et là, comment on peut savoir? Bah, vous passez un morceau de métal, etc. Et bah, vous voyez que votre aimant, pouf, il ne se passe plus rien. Mais il s'est passé quelque chose aussi dans cette expérience. C'est que quand j'ai injecté mon courant magnétisant dedans, et bah, vu que je peux faire disparaître mon champ magnétique, je me suis dit, mais est-ce que ça me coûte de l'énergie de faire disparaître ce champ magnétique? Et bah, vous savez quoi? J'ai fait des tests. J'ai fait des tests très simples. Tu peux mettre en silencieux, s'il te plaît? Merci. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai injecté un courant, et en fait, dans la physique classique, on dit quoi? Quand on injecte un courant, et au moment où on ouvre le bobinage, le champ magnétique, lui, peut s'effondrer, et il peut retourner à la source, ou dans une ampoule, ou dans une batterie, etc. Mais moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce que faire disparaître mon aimant me coûte de l'énergie? Donc j'ai fait quelque chose de très simple. Alors, je ne vais pas le mettre dans les vidéos, etc., parce que sinon ça risque d'être compliqué, on a des oscilloscopes. J'ai fait quoi? J'ai injecté un signal. J'ai tout un tas d'appareils qui me permettent de le voir. J'avais une certaine forme de signal à mon oscilloscope, mais sans l'aimant dedans. Et je me suis dit, je vais mettre l'aimant dedans et je vais le bloquer. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que l'aimant bouge dans l'électroaimant à aimant permanent. Et là, j'ai remis exactement les mêmes réglages. Exactement les mêmes réglages. Le bobinage est le même, donc rien n'a changé. Et bien, vous savez quoi? L'énergie, pour faire disparaître l'aimant, était toujours la même quantité d'énergie qui était dissipée dans mon bobinage. Donc, ça veut dire, si vous me suivez, ça veut dire que sans l'aimant, je vais donner des valeurs aléatoires, j'ai 10 joules que je prends de mon alimentation qui se dissipe dans la résistance de mon fil, je mets l'aimant, j'ai exactement 10 joules qui se dissipent dans la résistance de mon fil, mais par contre, j'ai un effet à côté qui est paramétrique, qui fait que, putain, je peux faire disparaître mon aimant gratuitement. Je me dis, putain, il faut s'en servir de ça. Je veux dire, voilà. Alors, champ annulé, aucune interaction. Sans champ actif, le rotor peut se déplacer librement face au stator, sans variation de flux, donc sans back EMF induit, même si un courant circule, c'est le delta I, voilà, etc. C'est-à-dire que si mon aimant est là, qu'on ne le voit pas, et que je déplace un aimant à côté, bah, je l'ai vu, je me suis dit, bah, il ne se passe rien, et vraiment, il ne se passe rien. Sauf que, dans la pratique. Alors, ah oui, putain, j'ai oublié celui-là. Le champ naturel des aimants réapparaît instantanément, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo juste après, c'est que quand je fais disparaître le champ magnétique, au moment où j'ouvre, bah, il se passe quoi? C'est que l'aimant qui est au-dessus, bah, au bon moment, ce qu'on appelle dans les moteurs le point mort haut, d'accord, pour injecter le carburant, bah là c'est un peu pareil, et bah, il se passe qu'à ce moment-là, j'ouvre mon bobinage, et bah, vous savez quoi? C'est que finalement, si mon bobinage, mon champ magnétique disparaît, et que l'aimant du stator, lui, réapparaît, bah, ça démontre quoi? Ça démontre quoi déjà là, très simplement? Ça montre une chose simple, c'est qu'on ne peut pas avoir de force contre-électromotrice parce que ce n'est pas le bobinage qui génère le mouvement sur le rotor, mais c'est l'aimant qui génère un mouvement dans l'autre aimant. Donc en fait, c'est les deux aimants qui travaillent. Moi, j'ai juste fait clignoter l'aimant. Alors, dans tout ça, on se dit, c'est bien beau. Alors là, c'est le schéma complet. Et en fait, je vais vous expliquer un truc très simple. Alors vous le verrez dans la publication, hein, parce que c'est plus, là, je survole. Dans la publication, c'est un peu plus détaillé, hein, c'est un peu plus long, parce que sinon je passerai peut-être 5 heures à faire la conférence. Et en fait, je me suis dit, alors c'est bien, j'ai fait un moteur, j'ai mis juste des aimants sur le rotor avec mon électroaimant à aimant permanent. Et du coup, bah, bref, je fais commuter, tout tourne, etc. Et là, je me dis, il y a un truc qui ne me plaît pas. Il y a un truc qui ne me plaît pas. C'est que quand j'induisais des pulses dans mon moteur en bloquant le rotor,
je regarde, j'ai des signaux d'une certaine façon, et quand j'atteignais une certaine vitesse, je me dis, ça ne me plaît pas, parce qu'en fait, mes signaux, quand le rotor bougeait, ils ne ressemblaient plus quand le rotor était bloqué. Je me suis dit, ça veut dire qu'il y a une force contre-électromotrice. Et j'ai cherché, et j'ai cherché, et j'ai cherché. Et je me suis dit, ben non, dans la théorie, tout colle, pourquoi ceci, cela? Et c'est là où, en fait, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez un bobinage, même à R, d'accord? Il n'y a rien dedans. Et bien, finalement, quand je fais disparaître mon aimant à la base dedans, il reste toujours le bobinage. C'est-à-dire que mon aimant, lui, même s'il n'y a plus de champ magnétique, bah lui, le champ magnétique, lui, bah il pénètre quand même ce champ magnétique-là. Oui. Donc à la fin, je me suis dit, bah en fait, ça revient au même, quoi. C'est bête, ça revient au même. Et là, je me suis dit, alors j'ai cherché, hein, j'ai mis quelques semaines quand même à me dire comment je peux trouver la solution. Et là, bah, elle est très simple, la solution. C'est que je me suis dit, eh ben, je vais faire un électroaimant que je fais disparaître, VS, un autre électroaimant que je fais disparaître face à face. Et là, vous allez voir, alors j'ai mis des petites valeurs. J'ai mis par exemple moins 1 plus 1, plus 1 moins 1. Alors pour le sud, j'ai mis plus 1, pour le nord, j'ai mis moins 1. Et en fait, si vous regardez, eh ben, par exemple, on a, par exemple, j'ai fait des croix, hein, par exemple, on a le nord et le nord qui est en fait en répulsion, le sud qui est en répulsion, donc on a deux répulsions, mais aussi on a nord et sud, une attraction, sud et nord, une attraction. Donc si on a attraction, attraction, plus répulsion, répulsion, ça fait zéro de champ magnétique. C'est logique. L'autre, ici, pareil. Je me suis dit, bah, on a exactement pareil. Mais si vous regardez au milieu, bah, en fait, on a pareil. On a le sud et le sud en répulsion, le nord et le nord en répulsion, mais on a aussi le sud et le nord en attraction, le sud et le nord en attraction. Et là, vous savez quoi? Quand vous testez cette configuration-là, que vous injectez un courant, ou que même là, dans le moteur que j'ai, vous faites tourner le moteur, bah, il n'y a absolument aucune variation de quelque chose. Bah, c'est normal. Parce qu'en fait, on a zéro champ magnétique, que ce soit sur le rotor et le stator. Donc à partir de là, bah, en fait, on a un effet qu'on n'a pas dans les moteurs classiques. Alors, je vais prendre un moteur. Alors, vous allez voir. Alors, si je vous l'ai montré ici. Je vous l'ai montré ici. Ce que je vous ai montré ici, c'est que, vous allez voir, et c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est un antimoteur. Tous les moteurs peuvent se transformer en générateurs. C'est-à-dire qu'on peut injecter un courant et avoir un mouvement mécanique. Jusque-là, vous me suivez. Mais on peut faire l'inverse. On peut transformer le mouvement mécanique en électricité. Ça, c'est la force contre-électromotrice. Et bien, vous savez quoi avec ça? On a juste le mouvement moteur. Je vous explique. C'est que vu qu'on n'a plus de champ magnétique et que rien ne voit rien, en fait, rien ne voit rien, tout est totalement aveugle, et bien, quand vous faites tourner le rotor avec le stator, et bien, quand vous court-circuitez le bobinage, vous savez ce qui se passe? Rien. Mais par contre, quand vous injectez un courant, là, vous annulez le champ magnétique. Mais au préalable, je vous ai dit quoi? Que le champ magnétique coûte quoi? Zéro. Donc, il se passe quoi? Il se passe qu'au moment où il se présente au bon moment, alors ce que vous voyez ici, c'est le charbon. C'est le charbon pour que les bobinages puissent communiquer entre eux parce qu'il y a une rotation, etc. Donc, on est obligé d'avoir un charbon dans cette configuration-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au moment où les deux bobinages approchent l'un de l'autre, au moment où ils sont bien en face, là, ce qui se passe, c'est que j'arrête d'injecter du courant dans mon bobinage. Et si mon champ magnétique, parce que mon champ magnétique, il disparaît instantanément. Donc, s'il n'y a plus de champ magnétique dans le rotor et le stator que je prends de mon alimentation, qu'est-ce qui fait tourner le moteur? C'est les aimants entre eux. Et je vous pose une question très simple. C'est quand on a deux aimants qui sont face à face, est-ce qu'on a une force contre-électromotrice? Non. La force contre-électromotrice, c'est pour tout ce qui est moteur électrique. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un moteur où c'est seulement sur le rotor et le stator où on a des aimants, et c'est les aimants même qui produisent le travail. Ce n'est pas l'énergie qu'on prend de l'alimentation, c'est juste qu'en fait, on fait disparaître gratuitement les aimants. Donc en fait, les moteurs classiques, le rôle du courant, on crée le champ moteur, dans l'infinix, on commute une interaction. On fait disparaître, réapparaître les aimants. Le couple vient de la variation de flux du courant, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on a notre aimant, on induit un courant, ça crée une variation de flux qui déplace ça. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on a un bac EMF. Le bac EMF, il est toujours présent, KT, KE. D'accord? C'est comme je viens de vous le dire. En fait, ici, c'est absent
en régime magnétisé, c'est-à-dire au niveau des aimants, quand on a les deux aimants, ils sont en mode magnétique off, bah là, ils se répulsent. Mais vu que mon bobinage, lui, je l'ai ouvert, vu qu'il est ouvert, bah, il n'y a pas de force contre-électromotrice. Donc, c'est juste les aimants qui travaillent. Limite intrinsèque, ça freine à haute vitesse. Et là, j'ai testé aucune vitesse. Et ça, on le fera cet après-midi, je vous montrerai. On fera tourner le moteur et je court-circuiterai les bobinages en sortie. Et ben, il n'y a pas de. Ça ne fait pas bouh. Voilà. Ce que ça prétend pas être, ce n'est pas une violation de la conservation de l'énergie, et j'insiste. Parce qu'en fait, si on a un effet qu'on le mesure, ça ne veut pas dire que c'est faux. On le mesure, on le voit. Hein, et pour ceux qui sont là, je pense que vous avez tout de suite compris pourquoi c'est impossible d'avoir une force contre-électromotrice. Mais jusque-là, ça montre juste aussi une chose. C'est qu'on nous dit, oui, les aimants, c'est un potentiel. Les aimants, ils ne peuvent pas fournir leur énergie propre ou je ne sais pas quoi. Là, ce qu'on montre dans cette démonstration et dans la publication, c'est que finalement, quand on fait disparaître l'aimant et qu'il réapparaît, moi, ça ne m'a coûté aucune énergie. Mais par contre, quand ils réapparaissent, eux, ils rétablissent leur champ magnétique. Point. On va faire un autre truc. On va prendre un exemple des scientifiques qui disent, oui, mais tu vois, quand tu prends un aimant et que tu aimantes quelque chose, et ben en fait, tu dois désaimanter et tu dois répéter le cycle. Donc en fait, l'énergie que tu as pris pour aimanter la pièce, bah, tu es obligé de mettre la même énergie pour désaimanter la pièce. Ouais, ok, mais on va prendre un exemple très simple. Vous prenez un aimant, vous le mettez, vous savez, sur les rails à sustentation magnétique, c'est-à-dire zéro énergie, aucune perte. Et là, vous mettez le rail comme ça, donc vous le poussez, ça ne vous coûte aucune énergie, et là, vous mettez un bloc de métal. Un bloc de métal. Paf, paf, ok. Et là, si vous déconnectez le champ magnétique de l'aimant, il va se passer quoi? Ça ne m'a coûté aucune énergie de désaimanter. Voilà. Donc en fait, l'exemple, parce qu'il faut comprendre dans la science, c'est qu'on travaille avec des modèles. Mais les modèles ont leurs limites jusqu'à que quelqu'un comme moi vienne dire bah oui, ça a ses limites. Newton, tout le monde disait ah, c'est un truc de fou. Einstein, il est arrivé, il a dit mon coco, c'est relatif. Voilà. Donc, pas encore validé par un laboratoire indépendant. Jusque-là, j'ai fait une publication. J'en ai déjà parlé sur les réseaux. J'ai fait une publication scientifique. Je suis allé sur Alt Science, je suis allé sur plusieurs, pour faire une revue par les pairs. Toutes mes publications ont été refusées. Vous savez pourquoi? Non pas par rapport au contenu, mais oui, est-ce que tu es affilié à une académie, à l'État? Est-ce que tu es parrainé par un scientifique de ceci, de cela? Ben non. Mais je savais que ça allait être refusé, mais je me suis dit, il faut que je le fasse. Au moins, j'ai la preuve. Je le fais. Je l'ai. Sur la publication, c'est écrit, c'est un article ouvert. C'est-à-dire, je ne vais pas passer par tous les revues par les pairs, etc. Non, c'est les gens, les makers, les gens qui vont faire, les scientifiques, ceux à qui vont envoyer. On n'a pas besoin de toute cette communauté de gens en blouse blanche qui sont en train de gna gna gna, etc., etc. C'est pour ça que je me suis dit, on balance ça, voilà. Donc, le protocole complet est publié pour que d'autres vérifient. Voilà. Alors, je pense que ça se passe de commentaires, parce que de toute façon, pour ceux qui ont le niveau, enfin, je ne vais pas insulter tout le monde, mais quand on a un certain niveau dans les moteurs et dans la compression de moteurs, on sait automatiquement, instinctivement, qu'on ne peut pas avoir de bac EMF quand un champ magnétique s'effondre. Le champ magnétique s'effondre. Si le champ magnétique ne produit pas de travail, bah, on n'a pas de bac EMF. Vous voyez? Donc voilà. Alors, au même point de départ, un mécanisme différent. Voilà, c'est juste ça. Avant, s'il te plaît, je crois que j'ai fini après. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Je vous ai dit que ça n'allait pas durer 3 heures, parce qu'en fait, c'est un principe qui est simple, que j'ai éprouvé depuis déjà, ça fait au moins 2 ans déjà que j'ai ce principe, qu'il a fallu que je comprenne comment l'appliquer dans son plus simple effet. Donc là, la publication aujourd'hui, ce que je balance en open source, c'est juste pour montrer que la force contre-électromotrice qui régit toutes les lois des fonctionnements de tous les moteurs qui existent depuis qu'on fait des moteurs, là, je suis en train de vous dire que, et de vous démontrer et de vous pousser à vous dire, faites-le. Faites-le. C'est quoi? C'est, je prends des aimants en répulsion, je bobine, j'injecte un courant pour les faire disparaître, et après, une fois qu'il n'y a plus de champ magnétique, je déplace les électroaimants à aimants permanents annulés, et vous allez voir quoi? Bah, qu'en fait, il n'y a aucune variation, il n'y a rien. Au niveau du courant d'alimentation, il ne se passera rien. Voilà. Alors, dans la réalité, il faut que je sois honnête avec vous, c'est que rien n'est parfait, et j'en parlais avec mon doctorant et d'autres personnes, c'est que je prends ces 2 aimants-là, et bien vous savez quoi? Ils sont structurellement pas identiques.
D'un point de vue physique, ils ne sont pas identiques. Il y en a un qui a peut-être un peu plus de néodyme fer-bore, l'autre, il a peut-être été magnétisé un peu plus puissamment, etc., etc. Quand je fais un bobinage sur un autre bobinage, je ne peux pas avoir les mêmes bobinages identiques, vous voyez. Donc, et dans la réalité, je vais vous donner un exemple, c'est dans mon moteur, j'ai une petite variation de force contre-électromotrice. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais tourner le moteur à 700 tours minute, vous savez combien j'ai en puissance de bac EMF? 200 milliwatts. Autant dire, d'un point de vue scientifique, c'est que dalle. Hein. D'un point de vue scientifique, c'est que dalle. D'accord? Voilà. Donc, voilà, j'ai fini. Peut-être que vous avez des questions ici, non? Thomas, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, c'est que j'étais très fort. Je vous en remercie. Il y a quand même un travail de synchronisation. C'est ça, voilà. Donc, en fait, le but de la publication, c'est juste donner les moyens aux gens de voir, en fait. Parce qu'en fait, la force contre-électromotrice, si on veut tester, je ne sais pas où j'ai mis le bobinage, si on veut tester, bah, c'est très simple. Tu bobines, tu fais ça, tu la vois, la force contre-électromotrice, tu vois, c'est simple, tu vois. Donc là, c'est reprendre la base de la base. Il y aura d'autres publications, d'accord. J'ai un banc de test. D'ailleurs, j'ai 2 moteurs, un linéaire et un rotatif. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne YouTube. On partagera pour Nexus aussi. Enfin, on t'enverra, enfin tout, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en gros, c'est franchement, peut-être avec prétention, je ne sais pas, que en fait, pour ceux qui comprennent, c'est en date historique, c'est comme l'équivalent du premier moteur de Michael Faraday et le premier moteur de Nikola Tesla. Là, c'est des nouveaux types de moteurs. Voilà. Des questions? C'était... Non? Et donc, ça veut dire qu'on peut prendre ta publication, travailler dessus, C'est ça. développer un truc. Non, non. Alors, voilà. Avec ton accord. Ah oui, avec l'accord. Oui, c'est ça, avec l'accord. Oui, oui. Alors, je vais expliquer. La publication a pour but, parce qu'en fait, on ne peut pas breveter un principe de la nature. On ne peut pas breveter un principe physique. On ne peut pas. Par contre, dans le projet Atlas, ce que j'ai décidé de faire, c'est de breveter tous les moyens possibles et imaginables d'appliquer ce système sur des géométries qui existent déjà. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que des groupes Total ou des trucs comme ça, d'accord? Parce que là, vous voyez, c'est déjà trop tard. Là, on est déjà balancé. Hein. Je veux dire, j'ai balancé, il y a plein de gens, quoi qu'il m'arrive, c'est trop tard, c'est balancé. Moi, ce que je veux, c'est que je ne veux pas que ce soit des grands groupes, d'accord, qui profitent et qui se disent, bah, tiens, on va faire du Bitcoin gratuit. Hein, parce que vous le savez, on m'a déjà contacté pour faire des trucs comme ça. Voilà. Et le premier truc, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, bah, je l'ai vécu justement avec la publication scientifique. C'est que l'effet Mathieu, qu'est-ce que c'est? C'est vous commencez à faire une publication, vous n'êtes pas connu, bah, en fait, on ne va pas vous parrainer, on ne va pas vous favoriser. Par contre, un mec qui a déjà fait 3, 4, 10 publications, ils ne vont même pas regarder ce qu'il dit, ce qu'il fait, ils vont dire ah, c'est bon, on te la valide. C'est ça l'effet Mathieu. Et le parallèle avec les grands groupes, c'est qu'eux ont les moyens, ils ont la réputation, ils ont tout. Donc eux, facilement, ils auront plus de facilité de répliquer avant quiconque cette technologie, etc. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui, quand on me dit « Ah ouais, ce projet, tu vas changer le monde, etc. » Je le répète, le monde, ce n'est pas moi, le monde, c'est tout le monde. Donc si personne ne branle rien, ah bah, c'est sûr qu'il ne se passera jamais rien. D'accord? Et voilà, et je terminerai sur « Arrêtez d'attendre un sauveur ». Là, moi j'estime, je me dis « Ok, j'ai balancé quand même un truc qui est simple, qui est élégant et qui est efficace et qui fonctionne. » D'accord? C'est plus à moi de jouer, hein, en fait, hein, c'est à vous, hein, vous voyez, voilà, c'est à vous de répliquer, de vous... voilà, alors bien entendu, il faut des moyens, ceci, ça, c'est pour ça qu'on est en train de diffuser. Mais c'est pour ça, là, j'ai imprimé des publications, vous allez repartir tous avec une publication. Pour Nexus, bah, il y aura la vidéo aussi avec les explications. Avec la publication, alors là, j'ai survolé, hein, voilà, il a fallu que je simplifie, hein, parce que, voilà, mais le principe, de toute façon, vous l'avez compris. Mais après, dans la publication... Il y a tout ce qui est formule, il y a tout pour la réplicabilité, vous comprenez tout de suite. Il y a aussi le parallèle, le cas d'école avec les moteurs classiques, etc. etc. Est-ce que certaines personnes connaissent Sweet Floyd? Ah ok, bon, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais en fait, l'idée de Sweet Floyd, c'était si je pouvais faire clignoter le champ magnétique d'un aimant, mais lui, ce n'était pas clignoter le champ magnétique d'un aimant. Pour lui, c'était si je pouvais faire vibrer le champ magnétique gratuitement, comme en fait le vent souffle sur une feuille. Vous voyez? Et en fait, bah, lui, il a développé. Mais quand je regarde en fait ces systèmes, et maintenant, quand vous regarderez Sweet Floyd, direct, vous allez vous dire ah, putain, mais ouais, non, mais c'est sûr, il fait ça. C'est sûr, il fait ça.
Alors, je vais être honnête, jusque-là, j'ai fait du Sweet Floyd, je n'ai pas eu de résultats de fou. Mais par contre, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle du solid state. Donc, solid state, c'est on n'est pas dans du rotatif, on est dans du statique. J'ai développé un transformateur, je ne vais pas vous montrer, d'accord, parce que bon, j'essaie d'avoir un peu d'avance, hein, vous voyez. J'ai des résultats exactement pareils que ça, en statique. J'ai les mêmes effets au niveau du moteur. Pour l'instant, je n'ai pas assez de COP, d'excédent d'énergie, pour combler les pertes. Mais si on prend les pertes plus l'énergie en sortie, ben on a un COP au-dessus de 1. Alors, il y a la différence entre la surinité et le surnuméraire. Déjà, ça c'est peut-être le truc que j'aurais dû dire dès le début. Dans l'énergie libre, les gens confondent le surnuméraire et le surunitaire. Surunité, c'est au-dessus de 1, c'est genre tu prends 1 joule et 1 joule crée plus de 1 joule à partir de rien. Non. Voilà. Mais le surnuméraire, c'est la notion de COP, coefficient de performance, comme pour les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, vous mettez 1000 joules en entrée, vous profitez de 5000, 6000 et même plus. Petite anecdote, pour ceux qui me suivent, il y a quelques années, j'avais parlé des pompes à chaleur et j'avais parlé qu'il y avait des mecs qui avaient réussi à faire une pompe à chaleur avec un COP de 8. Je m'étais fait incendier sur les réseaux. Ouais, mais non, parce que nanani, nanana. Ouais, vous savez quoi? Il y a une entreprise, ils ont créé une pompe à chaleur COP de 16. COP de 16. Et ils la vendent. Tu as entendu ou pas? Voilà. Donc le COP, qu'est-ce que c'est le COP? C'est pas prendre de l'énergie ou créer une énergie à partir de rien, c'est vous prenez une quantité d'énergie qui va créer un effet qui ne vous coûte rien pour pomper de l'énergie, diriger de l'énergie de l'environnement chez l'utilisateur. Alors vous allez me dire, diriger l'énergie vers l'utilisateur. Ah ben, je vous donne un exemple très bête. Vous avez une cascade. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait avec une cascade? On crée un appareil qui transforme une énergie qu'on redirige vers nous, vers un utilisateur, que ce soit pour faire tourner un moteur, que ce soit pour faire du chauffage, etc. Vous voyez? Donc en fait, tous les systèmes d'énergie aujourd'hui ne créent pas d'énergie. Ils ne font que dévier une énergie, faire un chemin de moindre résistance pour l'utilisateur. Point, c'est tout. Voilà. Donc je pense que c'est fini, on ne va pas rester non plus 3 heures, mais voilà, des questions, Nexus. Ce sera pendant l'entretien. Pendant l'entretien, ah oui c'est vrai, pendant l'entretien. Voilà, bah, j'espère que, je vous l'avais dit, hein, ça ne va pas être un truc de ouf en fait, genre le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent dans l'énergie libre, ouais l'énergie du vide, l'énergie du point zéro, je ne sais pas quoi, etc. Non, là c'est très simple. Alors par contre, dans la publication, et je terminerai sur ça, ce n'est pas à moi de dire d'où viennent les excédents d'énergie. Je constate qu'il y en a, je constate les effets, je mesure les effets, et il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes qui ont mesuré, des gens diplômés, des gens du métier. On est arrivé sur les mêmes constats. Ce n'est pas à moi de dire où vient l'énergie, l'excédent d'énergie. C'est comme si je vous disais, je fabrique la première pompe à chaleur, personne ne sait ce que c'est. Je regarde, je fais, et pourtant, j'ai plus d'énergie en sortie qu'en entrée, où il y a un phénomène que je ne comprends pas, mais je le vois. Est-ce que c'est à moi de refaire la physique? Non, ce n'est pas à moi. Donc si la communauté de physiciens et j'en passe veulent se l'approprier, bah il y a une publication. Voilà, vous pouvez faire, refaire, et voilà. Voilà, j'ai terminé. Surtout n'applaudissez pas, merci.